Donc, deuxième observation, c'est t tend vers l'infini maintenant sur cette équation, tout en étant toujours avec une condition initiale régulière. Bon, alors, je vais faire une hypothèse supplémentaire. Je vais supposer que U0 est inversible. Donc, je préciserai très très précisément ce que j'entends par inversible. Hein, c'est une application de RD dans RD, et donc je vais supposer que, en fait, il existe un U strictement positif, tel que, quel que soit xi, quel que soit x, du0 de x scalaire xi est supérieur à nu fois xi. Toujours U0 régulière, du0 borné, toutes les dérivées sont bornées. Chaque fois que je dis régularité, de manière générale, chaque fois que j'emploie le mot régularité, ça veut non seulement dire que les dérivées existent, mais comme on est dans Rn tout entier, qu'elles sont bornées. Okay, ça, on n'a pas de souci. Bien. Donc, l'observation, c'est simplement de dire que si je regarde la solution de cette équation hyperbolique, bien, quand t tend vers l'infini et que je multiplie u par t, ceci converge vers x moins x0, et x0 étant l'unique solution de u de x0 égale à 0. Et la convergence est très forte. C'est une convergence uniforme sur l'espace tout entier, avec convergence uniforme des dérivées premières, etc. Et donc, en particulier, ça veut dire que pour t grand, U est monotone. Pourquoi? Parce que c'est dire que si je regarde t du de x et de t, ça tend vers l'identité, uniformément. Et donc, uniformément en x pour t suffisamment grand, si on est proche de l'identité, on est une matrice monotone. Okay? Donc, positif pour t grand. Bon, c'est une... Qu'on récupère la monotonie à l'infini, pourquoi pas, mais on la récupère en temps fini, même si on n'est pas parti de quelque chose de monotone. Là encore, c'est une propriété qui est un peu curieuse. Alors pour les équations d'Hamilton-Jacobi, ça veut dire quelque chose aussi. Mais ça, c'est plus facile à comprendre de ce point de vue-là. Et justement, on va développer ce que ça veut dire pour les équations d'Hamilton-Jacobi, ce résultat-là. Avant de le démontrer, la démonstration est simple, et après, on peut essayer de raffiner dans des cas non inversibles. Ça devient compliqué, je n'ai pas regardé, je m'en fous. Ça devient fatigant. Mais il y a de quoi faire là. Hein. Je veux dire, dans ce comportement de temps long sur ces équations, même dans les cas de solutions régulières, alors qu'on a des solutions explicites, et je vais quand même m'en servir des solutions explicites, je vous assure qu'il y a des observations à faire. Alors, effectivement, si on remonte au niveau, donc remarque, si on remonte au niveau d'équations d'Hamilton-Jacobi, des phi sur dt plus 1 demi de gradient phi carré. Oui, ça, c'était pas du tout. Je veux dire, ça j'ai. En fait, pour vous expliquer pourquoi j'ai réfléchi à tout ça, c'est en faisant le cours la semaine dernière, nous avions la présence de mon ami, collaborateur et collègue Italo Capozzo-Dolcetta de Rome, qui était là. Et puis, c'est vrai que je montre le résultat de régularité avec le f de U0, solution régulière, c'est-à-dire, par exemple, composé des applications monotones. Et puis, le voyant, je dis, oui, d'ailleurs, ça s'applique aux équations d'Hamilton-Jacobi. Et puis après, j'ai commencé à réfléchir en disant, oui, ça s'applique, mais dans les canons convexes, qu'est-ce que ça donne? Et puis donc, j'ai commencé à travailler, d'où le fait que il faut venir me voir, ça me donne des idées. Il faut venir au cours, ça me donne des idées. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que ça, j'avais vraiment pas prévu de vous en parler. Je savais même pas qu'il y avait ces résultats-là. Et ça, en fait, j'ai commencé à me poser la question sur la factorisation d'une application en deux applications monotones. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ces flots-là pour démontrer la factorisation, c'est-à-dire avoir une démonstration EDP de la factorisation. Et je pense qu'il y en a une, mais je ne la vois pas encore bien.
donc, puisqu'on a une formule, mais j'arrive pas à recoller les morceaux avec l'identité, ça ne peut pas marcher. Avec un U tout seul, ça ne marchera pas. Parce qu'effectivement, si on sait que c'est monotone, comme U de t, c'est U0 fois rond I plus T U0 moins 1. Donc, U0, on sait que c'est régulier. Donc, si ça, c'est monotone, ça veut dire que U0 est la composée de ce bazar-là et de I plus T U0. Alors, comme il y a du I, on a envie de dire, bon, on est peut-être que c'est monotone. Alors, ça marche dans certains cas, ça ne marche pas à tous les cas. Bien. Alors, je n'en dis pas plus, mais le problème, il est là. Le problème, c'est que on le voit bien si on prend des matrices et qu'on prend les blocs, suivant les rotations, il faut prendre des temps différents. Donc il faut moduler ici. Mais bon, je ne sais pas faire. Donc on ne va pas épiloguer. Je ne sais pas. En tout cas, je signale cette piste ou cette très 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 vague, cette idée très 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 vague. Bon, alors donc ici on bénéficie d'une formule qui est l'inf de phi 0 de y plus 1 sur 2t x moins y carré. Alors, prenez par exemple un cas de régularité, c'est le cas où phi 0 est convexe. Mais dire que gradient phi 0 est inversible, ben, ça veut dire que vous avez en supposant que phi 0 soit minoré, que vous avez un unique point qui est un minimum, qui a un unique point de minimum. Il existe un unique x0 tel que phi 0 de x0 soit le minimum. Je fais cette hypothèse. Bon, alors, je peux toujours retrancher la valeur du minimum, je peux toujours supposer que c'est égal à 0. Sinon, vous retranchez la valeur de l'infimum. Donc, quand t tend vers l'infini, ça tend vers l'infimum. S'il est fini. C'est évident, le t tue ce terme-là, et donc vous pouvez prendre le plus petit point. Ça ne coûte rien de prendre le plus petit point, puisque de toute façon, il y a 1 sur t qui tue les distances. Donc, sinon, c'est retrancher, faire moins 1 de phi 0 à la solution. Donc le premier terme, c'est un terme constant qui n'est pas intéressant, parce que dans le gradient, je tue les constantes. Donc une fois que j'ai normalisé le minimum, je peux regarder le deuxième terme. Et le deuxième terme, quel est-il? C'est relativement clair, on voit bien qu'il faut prendre x0, donc si ça c'est phi, et que j'ai normalisé le minimum pour être nul, eh bien si je prends t phi, ça se comporte, pardonnez-moi, comme 1 sur 2t, x moins x0 carré. Pourquoi? Parce que le y qui, à l'instant t, minimise, quand t tend vers l'infini, il veut aller au point de minimum. Donc, si j'ai multiplié par t, il n'y a plus de 1 sur 2t. Donc, ça se comporte comme ceci. Et lorsque vous prenez le gradient le gradient d'une fonction quadratique comme ceci, c'est bien x moins x0. C'est bien l'identité moins x0, et x0, c'est bien le 0 de u. Donc, la formule de minimisation nous dit effectivement qu'on a ce comportement asymptotique. Alors, effectivement, les comportements asymptotiques, en général, on s'arrête à dire bon, ça tend vers l'infimum. Mais ça, on s'en fout, ça, c'est la trivialité. Donc là, on voit le terme suivant, si vous voulez. Dans des cadres réguliers, c'est comme un développement limité sur un problème ergodique ultra simple, puisque là, on a un unique point attracteur. D'ailleurs, vous voyez que si vous avez un ensemble de minimisation, et pas un seul point de minimum, t phi, ça se comporte comment en général? Ça se comporte comme 1/2 de la distance de x à z, c'est-à-dire l'ensemble des minima, ou à i, l'ensemble des infima au carré. Oui, et l'ensemble des x, tel que phi de x, l'ensemble des x bar, tel que phi de x bar, soit le minimum. À nouveau, c'est très clair.
Alors, et là on retrouve une question, c'est que effectivement, ça c'est pas forcément une fonction régulière. Et ça va être une fonction régulière, c'est d'ailleurs pratiquement un si et seulement si à des souilles après. L'ensemble I est convexe. Hein? Pourquoi? Faites un petit dessin. Ça sera la preuve du si et seulement si. D'abord, si c'est convexe, bah, vous avez la projection sur un ensemble convexe. Donc ça vous fait x moins la projection sur I de x au carré. Et tout se passe bien. D'ailleurs, le gradient, hein, le U, c'est x moins la projection. Hein. Les dérivés pour les projections orthogonales, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de terme supplémentaire. Les petits miracles de la projection. Je crois que le premier qui avait réalisé ça, géométriquement, c'est pas un truc qui date d'il y a 2 siècles. Hein. C'est Zarantonello au début des années 60. Enfin, en plein moment de la convexité et de la monotonie. Donc, le gradient, c'est ça. Donc, on voit bien que c'est plus l'identité moins une constante. Ça dépend de x, hein, ça dépend du point le plus proche. Donc, qu'est-ce que c'est la généralisation qu'est-ce que serait la généralisation à ça? Alors, dans les cadres monotones, l'ensemble des zéros, ça doit être encore vrai, hein, avec la projection, je pense. Ça, je pense que c'est encore vrai. Mais alors, dans un cadre qui n'est pas nécessairement monotone, j'en ai aucune idée. Bon, donc ça, c'est pour les comportements en temps long. En revanche, si c'est pas convexe, c'est qu'à un moment, hein, le bord, il se retourne. Et la distance, même si l'ensemble est très régulier, la distance, elle est très régulière, jusqu'à ce que deux normales finissent par se croiser, mais en ce point-là, la distance n'est pas régulière. Donc, tant qu'on est là, il y a un unique point de projection, donc c'est pour ça que la distance est régulière. Lorsqu'on est ici, unique point, mais quand on est là, on a 2 points de projection et on va perdre. Il faut démontrer un petit quelque chose, mais là, on va vraiment perdre la régularité. On sent bien, hein, parce que la dérivée directionnelle dans cette direction-là, elle va voir que ce point-là. La dérivée directionnelle dans cette direction-là, elle ne va voir que ce point-là. Donc, on a bien les dérivées directionnelles qui ne vont pas, quoi. Bon. Je simplifie un tout petit peu. Donc, effectivement, on n'est pas dans les zones de régularité, donc le seul cas qui correspond à mon hypothèse des conditions initiales régulières, c'est le cas où I est convexe, et dans le cas où I est convexe, on devrait donc avoir un résultat comme ceci, mais ça, je n'ai même pas essayé de le démontrer, je ne sais pas. Donc, démontrons cette observation qui est totalement élémentaire. Démontrons cette observation qui est très simple. Vous voyez, sur les équations de Hamilton-Jacobi, ce n'était pas très compliqué. Hein. Alors, je le fais pour U, mais il y a des choses beaucoup plus générales. Bon, on s'en moque. C'est le point que je trouvais intéressant, qui est aussi vrai pour les équations de Hamilton-Jacobi. Mais ce n'est pas très intéressant pour les équations de Hamilton-Jacobi, c'est que ça devient monotone. Alors, on va dire que ça devient convexe. Oui, mais pour les équations d'Hamilton-Jacobi, la régularité, c'est dire qu'on est convexe. Alors, c'est simple. Là, il y a un nouveau. Tandis que là, on n'a pas supposé que la condition initiale était monotone, et pourtant, elle le devient. À cause du comportement quadratique. Hein. Bien. Alors, démonstration, très très simple. On a une formule explicite. On va s'en servir. Hein. C'est U0 de quoi? De l'identité rond, hein, l'identité plus T U0 moins 1. Et donc, si vous regardez TU, c'est TU0 rond identité plus TU0 moins 1. Ah, donc, prendre l'inverse, c'est grosso modo diviser, si on avait des matrices, hein,
on diviserait par la matrice, pardonnez-moi. Donc, si vous pensez que ce sont des réels, c'est TU0 divisé par identité plus TU0. Ah bah, si vous faites tant de t vers l'infini, ça fait U0 divisé par U0, ça fait 1. Donc voilà pourquoi c'est l'identité. C'est pas trop une démonstration, ça, hein, mais ou alors ça me rappelle les corrections de copie à la fac, ça. Parce qu'on voyait des démonstrations comme ça, hein, on divise par les vecteurs, on fait des choses, et puis après on démontre la question coûte que coûte. Mais cet argument formel est néanmoins relativement exact, à part que ça donne l'identité, ça ne donne pas le moins x0. Hein. Bon. Alors, il va falloir analyser ceci, ça va être très compliqué, mais déjà on va regarder les dérivées, puisque de toute façon je veux aussi démontrer cette convergence, hein, et pas uniquement démontrer la première. Alors pour démontrer cette affirmation, et après on n'aura plus qu'à comprendre ce qui se passe en un point, hein, pour trouver... pour comprendre ce qui se passe là, et grosso modo, je vais démontrer ceci et cette convergence au point x0, c'est-à-dire cet envers 0 au point x0. Et ça sera donc terminé. Alors si je regarde t fois du, ça nous fait t de du0 à un certain point que je ne veux pas décrire, qui est en fait le point image inverse de i plus tu0. Donc, je vais l'écrire une fois. Donc c'est t du de x, t du au point x, c'est t du0 au point que je vais baptiser x de t, multiplication de matrice, identité plus t du0 au point x de t moins 1, c'est la dérivation d'une fonction inverse, avec donc x de t égale i plus t u0 moins 1 au point x. Voilà l'expression exacte. Donc là, maintenant, on est ramené à des matrices. Donc le x de t, maintenant, je vais l'omettre, mais ça, on peut aussi l'écrire si on en a envie. Identité, moins identité, plus... tout ça, c'est les formules classiques de résolvante et de lien avec le flot de Yoshida. On peut donc réécrire ceci comme étant identité moins la résolvante. Alors, toujours, hein, pensez à la division. Hein. Si c'est t du0 divisé par 1 plus t du0, vous rajoutez une identité, ça vous fait 1, c'est-à-dire l'identité, et puis il vous reste ce que vous avez à retrancher, ce que vous avez rajouté, ce qui est là. Bon, ça c'est formel, mais ça se démontre de manière très simple, par simple composition. Et donc, par simple multiplication de matrices. Et donc, maintenant, vous voyez bien qu'il s'agit de démontrer pourquoi i plus t du0 tend moins 1 tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Bon, et c'est là où, effectivement, où cette hypothèse va servir. Hein. C'est le fait qu'il n'y a pas du tout d'annulation de la dérivée. Bon, alors, il s'agit de... Donc, i plus t du0 moins 1 de eta égale xi. Et il va falloir avoir des bonnes bornes. Donc, eta est égal à i plus t du0 de xi. Et donc, vous voyez que eta moins xi en norme, c'est t fois du0 xi. Je me sers maintenant de l'hypothèse qui est ici. Ceci est supérieur à nu t fois xi. Et donc, vous voyez que, et ça c'est majoré par eta plus xi. Et donc, vous en déduisez que xi est bien majoré, en tout cas pour t grand, par 1 sur nu t moins 1 fois norme de eta. Et donc, vous avez bien démontré que la norme de la matrice
en un point x quelconque, en particulier donc au point x de t, et donc vous avez une majoration ici en un point x absolument quelconque, se majore par 1 sur nu t moins 1, qui tend bien vers 0 quand t tend vers l'infini. Et donc vous en déduisez que tu tend, pardonnez-moi, que tu tend vers, vous en déduisez effectivement, vous en déduisez que ceci tend vers 0 uniformément, donc ça veut bien dire que TDU converge vers l'identité quand t tend vers l'infini, et vous l'avez démontré d'ailleurs de manière uniforme sur RD. Cette majoration. Alors vous voyez qu'on peut continuer à faire des développements limités là, si on en a vraiment envie. On voit que le premier terme, il est en 1 sur t. C'est une convergence très régulière. Alors, donc, ça, j'en dis pas plus pour la convergence du DU. Et maintenant, la convergence, vous voyez, c'est vraiment très simple. La convergence de U, toujours très simple, on va regarder la valeur en x0. Et si on démontre que ça tend vers 0 en x0, pardon, donc je vais regarder t de x0 et de t, c'est-à-dire t u0 de i plus t u0 moins 1 de x0. Alors, ça, il faut que je lui donne un nom. Je vais l'appeler encore x de t. C'est le même, d'ailleurs, que... Hein, c'est x0 de t. Merci, Daniel, tu suis, c'est bien. x0 de t. Et donc, nous avons que x0 de t plus t u0 de x0 de t est égal à x0. Passionnant. Et ouais, bon. J'espère que je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Non, c'est même correct. Bien, alors donc, ça vous pouvez le réécrire autrement. C'est x0t moins x0, je mets ici un t, plus u0 de x0 de t. Alors, 1 sur t, vous l'appelez S. Et donc, ici, vous avez S x0 de t, donc que je rebaptise x tilde 0 de S, x tilde 0 de S. Et maintenant, t ne tend pas vers l'infini, mais c'est S qui tend vers 0. Et le théorème des fonctions implicites. Pourquoi le théorème des fonctions implicites? Parce que pour S égale à 0, c'est-à-dire t égale plus infini, l'équation que vous avez ici, c'est u0 de x0 est égal à 0. Il y a un unique point d'équilibre de u0. Donc, pour S égale à 0, la solution, c'est x0. OK? Et vous avez supposé que c'était inversible. du0 est inversible. Et donc, le théorème des fonctions implicites me dit qu'il y a une seule solution de ce truc-là. Et c'est une courbe régulière, donc x tilde 0 de S, tant quand S tend vers 0, vers x0. Donc, en d'autres termes, vous avez démontré que x0 de t tend vers x0 quand t tend vers l'infini. Donc, le u0 de x0 de t tend vers le u0 de x0 qui vaut 0, mais vous multipliez par t, donc ça ne suffit pas. En revanche, t de u0 de x de t, vous savez ce que c'est? Ça, d'après la formule qui est ici, c'est x0 moins x0 de t. Et donc, vous venez effectivement de démontrer que ça tendait vers 0 quand t tend vers l'infini.
Donc, bref, vous écrivez ceci. Théorème de fonction implicite vous assure l'unicité du 0 de U0, vous assure que vous avez ce comportement quand t tend vers l'infini. Et la solution, c'est précisément x0 moins x0 de t. C'est toujours l'identité moins la résolvante. Hein. C'est ça la formule qui est là. Voilà. Donc, voilà effectivement pourquoi ça tend vers 0. Et donc, nous avons bien démontré ce résultat-là. Et celui-ci sur la dérivée, on a démontré la monotonie en temps long. Bon, alors on peut faire joujou pendant 36 heures là-dessus, mais là j'en ai marre. Donc je pense que pour le U gradient U, à moins que je réalise des choses nouvelles d'ici la semaine prochaine, je ne vais plus trop en parler. Mais enfin bon, c'est jamais. Hein. Comme ça fait déjà 2 séances que je vous dis ça, et que chaque fois j'en rajoute. Donc je clôt l'examen approfondi de cette équation pour basculer sur la question de la monotonie pour des équations plus générales. Oui, je dirais 80% du cours cette année, c'est vrai que j'ai intitulé Minfield Games parce que à la base, la motivation vient de là. Mais tout ce que je vous raconte dépasse en fait le cadre des Minfield Games. Hein. Ce sont des systèmes hyperboliques d'un type très particulier qui ont une structure mathématique assez riche et qui et les systèmes de Minfield Games sont en fait des systèmes ont des particularités dans cette classe de systèmes. Donc c'est pas du tout c'est vraiment une classe un peu plus générale. Quoi qu'il en soit, donc je reprends les notations que j'avais commencé à indiquer. Donc maintenant, ce qui va nous occuper, c'est une équation plus générale de ce type. Donc f va de RD, croix RD, à valeur en RD. G, c'est la même chose. Je les suppose régulières. Donc, hein, les dérivées existent et sont bornées. Ce qui, d'ailleurs, au passage, entraîne que la croissance de f et g, si la dérivée première est bornée, est au plus linéaire. Donc, je ne suppose pas que g et f sont bornées. Hein, ce sont les dérivées d'ordre supérieur ou égal à 1. Pourquoi je ne suppose pas que c'est borné? Je pourrais le faire, ça simplifierait, mais c'est quand même embêtant de ne pas avoir le cas particulier qu'on a étudié un temps jusqu'à présent, à savoir f de u égale u. Bon. Donc, ça, ce sont des données régulières. L'équation, comme toujours, a lieu pour x dans RD et pour t positif. Et je prends une condition initiale, u0, également régulière. Et puis, lorsque je n'aurais pas envie de me fatiguer, là, en revanche, je suis prêt à la prendre bornée. Bon. Après, on peut voir comment relâcher les conditions à l'infini, suivant les hypothèses sur f, g, etc. Mais ça peut être commode de prendre bornée. Hein. Si on est en équation d'Hamilton-Jacobi, ça veut dire qu'on a une condition initiale qui est Lipschitz pour Hamilton-Jacobi. Hein. C'est le gradient qui est borné. Donc, ce n'est pas déraisonnable. Et on sait bien qu'on peut faire plus général, mais qu'il faut commencer, si on ne prend pas borné, il va falloir commencer à travailler à l'infini, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent croître à l'infini. Ça, c'est du travail technique qu'on peut toujours faire. Ça permet de lutter contre le chômage du mathématicien, mais c'est pas folichon. Hein. Il peut y avoir, ça peut même être techniquement difficile. Quand je parle de lutter contre le chômage, c'était péjoratif. Hein. Encore que lutter contre le chômage, c'est pas péjoratif. Moi, je m'en sors pas. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, après, il y a toutes sortes de variantes, techniquement parfois délicates, hein, mais qui se relèvent de la technique pure. Bref, c'est des maths, il n'y a pas à réfléchir. Donc, le U0 régulière borné, on a donc ce système-là, et ce que je vous ai déjà indiqué la semaine dernière, c'est quand on voudrait étudier la propagation de la monotonie, et qu'éventuellement, d'ailleurs, il faut avoir toujours en tête, remarque,
c'est que l'on veut avoir des résultats et surtout des démonstrations qui soient robustes par l'ajout au second membre, donc même équation, par l'ajout, et je ne vais pas mettre epsilon parce que epsilon ça tend vers 0, donc je vais mettre un U ici, ou plus exactement, je vais mettre un A alpha bêta D2 alpha bêta U. Donc pour chaque U, vous avez le même opérateur de dérivée seconde. Pour chacune des coordonnées de U, vous avez le même opérateur du second ordre étant entendu que les A alpha bêta sont une matrice, alors là je les prends constants, est une matrice symétrique positive ou nulle. Donc, entendons-nous bien, ce que je veux, c'est mettre au point des résultats et des démonstrations qui soient vrais pour ce système, mais toute démonstration qui ne passerait pas à un cadre un peu plus général comme cela, je la rejette. Enfin, je la prends, mais elle ne me contentera pas. Il faudra aller plus loin. C'est indispensable. Indispensable pour les jeux à champ moyen, pour la régularisation, pour etc., etc., etc. Donc ça, voilà mes règles du jeu. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant mathématiquement, mais ma règle du jeu, c'est que je veux toujours avoir quelque chose qui soit robuste par rapport à ceci. Et d'ailleurs, je vais aborder la question de la monotonie, de la propagation de la monotonie, puisqu'on a vu que les questions de régularité pour ce type d'équation, lorsqu'on prenait l'exemple, bien, grâce à la monotonie, grâce au cas particulier de régularité dans le cas monotone, on pouvait ensuite l'agrandir par composition. Mais la brique de base, c'était quand même qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des conditions initiales monotones. Donc, la première question que je vais aborder, c'est si U0 est monotone, quand est-ce que ça entraîne que U de t est monotone pour tout temps en prenant une solution régulière. Donc, je ne sais pas si elles existent encore. Si elles existent, je ne sais pas encore si elles existent, mais je suis prêt à travailler formellement avec une solution régulière. Enfin, travailler rigoureusement avec une solution régulière, mais ce sera donc sans savoir vraiment si cet objet, sans savoir encore si cet objet réellement existe. Bien, donc propagation, en d'autres termes, propagation de la monotonie pour ce système-là. Alors donc, à nouveau, comme l'an dernier, je vais reprendre les démonstrations de l'an dernier. Je vais aller vite, mais enfin bon. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas là ou ont certainement n'ont pas forcément mémorisé tous les détails de la démonstration. Donc, première démonstration, déjà plus exactement un résultat, donc théorème. Si le couple GF est monotone de R2D dans R2D, alors la propagation de la monotonie est vraie. En d'autres termes, l'implication ci-dessus est correcte. Au passage, je vous signale que c'est un si, c'est pas un si et seulement si. Parce qu'on a pris des équations plus générales qui dépendent de x, et vous verrez que lorsque je ferai la deuxième démonstration de ce théorème, ben vous verrez quelle est la bonne condition. Donc c'est une condition dont la géométrie est un peu plus compliquée. En revanche, cette condition plus générale, même si elle assure la propagation de la monotonie, n'assure pas la propagation de la régularité. C'est pour ça que je n'insisterai pas trop. Enfin, n'assure pas, je ne pense pas. J'en sais rien, on va dire. Je crois pas. Donc, première démonstration qui nécessite réellement le fait que A alpha bêta vaille 0.
Non, je ne peux pas me contenter d'une telle démonstration. Donc cette première démonstration, là encore, dans le cas du premier ordre, il y a 36 démonstrations possibles, mais en voilà une. Donc la démonstration que j'avais mise en place l'an dernier, qui est aussi une piste pour éventuellement, dans le cadre, je reviens à mon équation fétiche, de U grade U, il y a d'autres quantités comme ça, avec d'autres fonctions que x moins y que l'on peut manipuler. Et c'est vrai que je me suis toujours demandé s'il y avait la possibilité d'en tirer des notions de solutions adaptées et des existences de solutions globales par ce genre de jeu. Mais bon, je ne connais pas la réponse. Donc je prends U et V, deux solutions régulières. OK. Et ça, je la baptise W de x, y, t. Et je forme dW sur dt plus f, et là, comme il y a beaucoup de variables, autant les écrire toutes, de quoi ce que sont réellement les fonctions, plus f de x, qui est d'ailleurs un y, et de v grade, et là c'est un y de w. Donc je forme cette expression et je demande qu'est-ce que j'obtiens lorsque je fais ça. Alors donc, dans ce produit scalaire, vous oubliez provisoirement le x moins y, c'est-à-dire que vous ne faites porter toutes les dérivées qui sont là, vous les faites porter sur la première expression. Sur la première expression, c'est un variable séparé, donc vous allez récupérer le du sur dt plus f grade u, et le moins dv sur dt plus f grade v. Et donc, d'après les équations, ça vous dit tout de suite que la partie en u, c'est le g qui est là-bas, c'est donc un g de x et de u scalaire x moins y. Donc ça, c'est la partie d sur dt gradient x, et c'est le d sur dt qui tape uniquement sur le u de x et de t. Ensuite, vous avez moins, et vous prenez maintenant le d sur dt va agir sur le v, et le gradient en y agit. Et donc ça, c'est l'équation en v, ça vous fait moins g de y et de v. Donc voilà ce que vous récupérez. Pour la partie de cet opérateur dans lequel on a fait porter toutes les dérivées qui sont là sur le premier terme de ce produit scalaire. Reste maintenant à rajouter ce qui manque. Ce qui manque, c'est U moins V. Et je fais maintenant agir toutes les dérivées sur le couple sur la différence x moins y. La dérivée en temps, ça ne pose pas trop de problème. La dérivée en x, ça fait l'identité, et donc ça vous fait apparaître un f. Et la dérivée en y vous fait apparaître moins l'identité, et donc ça vous fait apparaître un moins f de y et de v. Bon, maintenant, regardez ce que l'on obtient. Vous obtenez précisément la définition de la monotonie du couple GF. C'est G, c'est le produit scalaire dans R2D du vecteur GF par le vecteur XU, si vous voulez. Enfin, c'est les différences de G, c'est le GX moins GY, FX moins FY, produit scalaire avec x moins y et u de x moins v de y. Ouais. Et donc, l'hypothèse de monotonie me dit précisément que ceci est positif ou nul. Bon. Alors ça donne aussi bien, comme je vous l'ai déjà indiqué l'an dernier, ça donne aussi bien la propagation de la monotonie que la propagation que l'unicité. Alors propagation de la monotonie, pourquoi ? Bien, vous prenez U égale à V,
Pardon. Oui, vous prenez U égale V, donc comme solution, vous prenez U ici, et vous en déduisez donc que W à l'instant initial, c'est U0 de X moins U0 de Y, scalaire X moins Y, et donc, si on suppose que U0 est monotone, ceci est positif ou nul, quel que soit X, quel que soit Y. Vous avez maintenant une équation de transport avec un membre de droite qui est positif ou nul, une condition initiale qui est positive ou nulle. Bon, une équation de transport comme ceci, hein, si vous l'intégrez le long des caractéristiques, vous voyez que W, le long des caractéristiques, est croissante. Et au démarrage, ça part de quelque chose de positif, ça reste positif tout le temps. Enfin, ce sont les équations, on l'a déjà vu 36 fois, ce sont des équations pour lesquelles on a le principe du maximum. Et donc, ceci entraîne que W est positif ou nul. Si W est donc reste positif ou nul, enfin de toute façon ça c'est vrai même, oui, donc c'est vrai dès que vous prenez V égale à U, ou dès que vous prenez en fait que V à l'instant initial est égal à U0, ce qui est évidemment le cas de U. Vous savez que W est positif ou nul. Donc ça vous démontre, si vous avez pris V égale à U, ça vous démontre la propagation de la monotonie, et ça vous démontre, si vous prenez deux solutions qui partagent la même condition initiale, et donc pour lequel le W initial est positif ou nul, ça vous démontre que cette quantité reste toujours positive ou nulle. Donc dans le cas U égale V, c'est la propagation de la monotonie. Et dans le cas où on partage la condition initiale, je sépare les affirmations. Donc la remarque, on a encore, comme l'an dernier, le même point de conclusion, c'est que si on suppose que V en T à l'instant initial, c'est U0, alors effectivement W est positif ou nul, c'est le même argument que précédemment. Et ça démontre que U égale à V. Si on prend deux champs de vecteurs qui en font toujours un angle aigu comme ceci, j'avais expliqué l'an dernier, c'est très simple, vous prenez Y égale X plus un petit chouïa, et vous divisez par le petit chouïa, et vous démontrez que U est égal à V, c'était pas compliqué. Alors ça, c'est donc cette démonstration élégante que je vous remets au goût du jour, parce que je me demande vraiment s'il n'y a pas des choses à faire. Bon, par exemple, une petite remarque sur cette propagation. Si vous revenez à mon équation favorite, ce que je viens de réétablir pour la deuxième fois, en 2 ans, ou moins, sans parler des exposés, c'est que dw sur dt plus, je vais baptiser ça ux, c'est u au point x grade w, donc ça je l'appelle w1. w1 plus u de y, gradient y, w1 est égal à quoi? Je ne le jette pas, le membre de droite. Le G, il n'y est pas. Et ici, vous avez U moins V, facteur de U moins V. Donc, ce que vous allez récupérer, même chose pour V d'ailleurs, dV sur dt plus V grade V égale à 0. Donc, je prends deux solutions. J'écris donc ceci, le même W que précédemment. Et là, ce que vous récupérez, c'est que vous récupérez U de X moins V de Y en norme au carré. Alors ça, je m'en suis jamais servi, du fait que vous ayez un carré. C'est quand même pas, c'est pas rien d'avoir un carré, là. Hein. J'ai toujours dit, c'est positif ou nul. Alors, dans les remarques, alors ça je l'écris avec des EDP, on pourrait les écrire sur les équadifs, hein, associés à U, hein, x point égale U, et regardez ce que ça fait, c'est évidemment complètement équivalent. Mais je voudrais faire un certain nombre de remarques avant de passer à l'autre démonstration de la monotonie. C'est déjà, est-ce qu'on peut
est-ce qu'on peut faire des choses un peu plus générales? Donc là, j'ai pris u de x moins v de y. Je cherche des identités remarquables, hein. X moins y. Bon. Je vais mettre un tilde ici, et maintenant je vais prendre un u de x moins v de y, et je vais mettre ici un phi de x moins y. Phi étant maintenant une application de RD dans RD. Régulière, mais pas forcément nécessairement régulière. Par exemple, formellement, le x moins y divisé par norme de x moins y n'est pas inintéressant. Bon, on peut toujours un peu le régulariser en mettant un racine carrée de 1 plus, mais c'est pas inintéressant. Alors, qu'est-ce qu'on récupère si je fais ça? On récupère quand même quelque chose qui n'est pas neutre, parce que ce que vous allez récupérer, c'est u moins v scalaire d phi appliqué à u moins v. Et donc, vous avez toujours un terme quadratique si phi est une application monotone. Le fait que vous ayez pris une fonction de x moins y, hein, ça assure que la dérivée en x est égale à moins la dérivée en y, ça vous permet de factoriser. Hein, ça vous permet de faire le u moins v. Donc c'est le même calcul, je ne le refais pas. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est d phi au point x moins y, ça c'est une matrice. Phi va de RD dans RD. Donc ça, c'est une matrice qui agit sur le vecteur u moins v, et c'est la forme quadratique associée à cette matrice. Et donc ça sera positif ou nul dès que phi est monotone. L'identité est un cas très particulier. Bon, alors ça c'est une variante. Je sais toujours... le seul intérêt de cette variante, c'est que vous pouvez maintenant la prendre bornée, phi. Et que donc vous avez des quantités qui sont bornées. Alors j'ai essayé de voir si ça ne pouvait pas conduire à des notions de solution, c'est-à-dire définir par suffisamment d'identités remarquables la notion de solution faible. Donc je vais vous en lister, parce que grosso modo, quand on cherche, faisons un pas de recul, c'est quand vous êtes face à des équations non linéaires, dont vous savez éventuellement d'ailleurs qu'elles ne possèdent pas de solution régulière, et que vous vous posez la question s'il y a une bonne notion de solution. La démarche de solution faible est parfois conduisant à des bonnes propriétés, style unicité, etc. Je peux vous multiplier les exemples, depuis Leray et Sobolev sur Sobolev pour les équations de l'élasticité, Leray pour Navier-Stokes, les solutions de discrédité, les solutions renormalisées, les solutions entropiques. Tout ça, c'est quoi? C'est de dire, vous regardez un certain nombre de propriétés que doivent avoir des solutions, et vous imposez ça comme définition. C'est-à-dire, l'équation, on ne sait pas la manipuler, on va formellement déduire des propriétés de cette équation et transformer ça en définition. Les distributions, c'est ça. Hein, la dérivée d'une masse de Dirac, on ne sait pas la définir. En revanche, les propriétés des fonctions, la manière dont elles agissent sur d'autres par intégration, c'est une propriété que vous attendez. Et vous vous servez de ça comme définition pour définir la dérivée. Donc, cette démarche est tout à fait systématique. Donc, accumuler les propriétés des solutions peut conduire éventuellement à dégager la bonne notion de solution. Donc, voilà pourquoi je me permets de vous faire perdre un peu de temps en accumulant des propriétés remarquables. Mais je suis loin du compte. Ça ne suffit pas. Alors, même celle-ci ne suffit pas, et puis celle que je vais regarder ne suffit pas, sinon je vous démontrerai d'autres choses. Alors, juste une petite remarque piquante là-dessus, c'est que si vous prenez W2, qui est U de X, moins U de Y au carré, puisque c'est l'expression qui apparaît en haut. Alors là, vous avez aussi une identité remarquable parce que c'est une équation du premier ordre et u de x moins 2y vérifie une équation du premier ordre et donc toute
expression formée à partir d'une solution d'une équation du premier ordre reste solution de la même équation. Donc vous avez automatiquement que dw2 sur dt plus u de x, et je peux mettre un v ici, plus u de x moins v de y, plus u de x gradient x, w2 plus v de y, gradient y, w2, ben ça vaut 0. Donc le membre de droite, il est solution de l'équation. Et puis on se dit, tiens, si, est-ce qu'il y a un objet naturel qui donne le W1 comme membre de droite? Et la réponse est oui. C'est W3, et je m'arrête là, qui est x moins y au carré. Peut-être il faut 1,5. Bon, ça ne dépend pas du temps. dw3 sur dt, je le mets entre parenthèses, plus u de x gradient x w3, plus u de y gradient y w3, est égal à quoi? Bien, est égal à u de x moins u de y, x moins y. Voilà, donc vous avez que la dérivée totale de W3, c'est W1, que la dérivée totale de W1, c'est W2. Quand je dis dérivée totale, c'est cet opérateur différentiel. Et le long des caractéristiques associées à ce champ de vecteurs, le long des courbes intégrales associées à ce champ de vecteurs. Donc je répète, W3 point égale W1, W1 point égale W2, W2 point égale à 0. Bon, soit. C'est une propriété du système, c'est les propriétés du système. Vous pouvez les multiplier. Donc, on a beaucoup d'informations. OK, la propagation de la monotonie, c'est juste un signe. Il y a quand même beaucoup plus d'informations. Vous voyez aussi pourquoi ça a tendance à rendre les choses monotones. C'est parce que ça, c'est très fort, comme le u de x moins u de y au carré. C'est très fort comme Bon. Je n'insiste pas plus sur ces identités remarquables qui sont qu'on peut démontrer, qu'on peut analyser sans EDP. Puisque l'équation à la base, c'est quand même de dire que si x point égale, si vous résolvez ce système d'équations différentielles ordinaires, l'équation, c'est simplement de dire que d sur dt de u de x de t et de t vaut 0. C'est ça l'équation du sur dt plus u grade u égale à 0. C'est que u est constant le long des caractéristiques qu'il génère lui-même. Bon. C'est pour ça que vous avez toutes ces propriétés-là. Vous pouvez les lire en termes d'équadif. Et que caché derrière cette équation, s'il y a des solutions faibles globales, c'est qu'il y a derrière ce système la possibilité de bien définir des flots, en un certain sens, d'équations différentielles ordinaires. Très particulier. Quoi qu'il en soit, deuxième démonstration que je vais esquisser un peu rapidement parce que c'est une démonstration que j'ai déjà faite l'an dernier. Ouais, si j'ai... Elle est à l'heure, l'horloge, ou pas? Je vois 10h53. C'est bon? OK. Donc ça va, j'ai le temps, 7 minutes. Comme c'est une démonstration qu'on a déjà vue, et celle-là, elle marche dans tous les cas de figure. Donc, il s'agit de regarder le premier temps positif. Alors, supposez strictement positif, peu importe, T0. Non, c'est le sup premier temps des t positifs tels que du de x et de t et de s, pardonnez-moi, soit positif ou nul, quel que soit s dans 0t et quel que soit x dans RD.
Donc je dis c'est monotone initialement et je regarde le premier temps où ça cesse d'être monotone. Et je raisonne par l'absurde, je suppose que T0 est fini. Si j'aboutis à une contradiction, c'est gagné. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si T0 est fini, alors il y a des petits problèmes de compacité, etc. Donc ça, je l'avais expliqué à fond l'an dernier en expliquant comment, en perturbant un tout petit peu, on pouvait se débarrasser de ces problèmes de compacité. Donc, je peux toujours dire que formellement, il existe un x0 et il existe une direction xi. Telle que, bien entendu, c'est monotone, y compris à l'instant t0, hein, c'est quel que soit s dans 0t, on garde le signe positif ou nul à la limite par t0. En revanche, du de x0 est à l'instant t0, lui est une matrice positive ou nulle, mais pas strictement positive, et donc il y a a priori une direction d'annulation. Parce que si on savait que c'était strictement positif, on pourrait continuer un peu plus. Bien. Alors, quitte à faire des rotations de F, G et des rotations contraposées de U, on peut toujours se supposer, sans restreindre la généralité, que x0 c'est 0 et que le vecteur xi c'est le premier vecteur de base, c'est translation plus rotation. De sorte que l'information, c'est de dire j'ai une matrice qui est positive ou nulle, et D1, U1 s'annule. Donc j'indique maintenant comme ceci les dérivées partielles juste avec un rond et un numéro. D1, U1 en 0 et en T0 est égal à 0, étant entendu qu'en T0 et en 0, tout est positif ou nul, en fait en tout point et en tout temps inférieur à T0. J'écris l'équation satisfaite par U1. Et donc, je récupère un f gradient d1u1. Donc, écrivons déjà le membre de droite. Je récupère un g x1. OK. Ensuite, je récupère un g u alpha. Oui, je dérive par rapport à u alpha. Et je dérive d1 u alpha. Donc ça, c'est dérivé par rapport à 1. Et ce qui me manque, c'est les termes qui sont ici, c'est-à-dire moins D1 de F alpha, plus, je suis en train de dériver le alpha-ième terme de F, et donc là, il va y avoir deux termes, la dérivée par rapport à x1. Donc, les coordonnées, je vais les mettre en haut, la dérivée en bas. F alpha de x1 plus F alpha dérivé en bêta, et là j'ai un D1 du bêta, et tout ceci multiplié par D alpha U1. Bien. Alors, plusieurs observations. C'est que déjà, le cas particulier alpha égale à 1 ici, ou alpha égale à 1 là, celui-là, je peux l'éliminer, puisque D1, U1, ça vaut 0. Donc, le membre de droite, a priori, je peux l'écrire comme G de x1 plus une somme sur les alpha supérieurs ou égal à 2 de G U alpha, D1 U alpha. Moins F alpha, et à nouveau, c'est une somme sur les alpha supérieurs à 2, de F alpha x1 plus à nouveau, même chose, si bêta est égal à 1, je peux le supprimer. Donc c'est la somme des bêta supérieurs ou égal à 2 des F alpha bêta D1 du bêta. Et tout ceci, c'est D alpha U1. Et enfin, vous vous souvenez du petit argument qui consiste à dire que
dire que la matrice est positive ou nulle. Donc j'ai D1, U1, j'extrais une matrice, donc je vais prendre par exemple ici D1 U alpha avec un alpha supérieur ou égal à 2, D alpha U1 et D alpha U alpha. Je sais que cette matrice de 2 est positive ou nulle. C'est une matrice extraite d'une matrice positive ou nulle. Donc cette matrice est positive ou nulle, mais c'est une matrice positive ou nulle au point 0 où D1 U1 s'annule. Ça entraîne que la somme des termes hors diagonaux, c'est-à-dire la partie symétrique ou le terme diagonal de la partie symétrique, doit nécessairement être nul. Donc, ça entraîne qu'on a ceci. Lorsque vous avez une telle matrice, ça n'entraîne pas. Si elle était symétrique, ça entraînerait que les deux termes sont nuls. Mais dire que c'est positif ou nul, c'est une information sur la partie symétrique, et donc vous en déduisez que le terme hors diagonale de la partie symétrique vaut 0. Donc, on a cette propriété. Et qu'est-ce que ça veut dire donc, pour tous les alpha supérieurs ou égal à 2? Et donc, ça veut dire simplement que vous pouvez remplacer le D alpha U1 par le D1 U alpha. Et ça vous change le moins en plus. Et là, maintenant, ce que vous avez, regardez, c'est précisément la définition de la monotonie de GF. Parce que vous avez ici, dans la direction, donc ça c'est DG, DF, dans quelle direction? Dans la direction E1 et dans la direction D1U. Fois E1, D1U. Le premier terme, c'est DGE1, CE1, c'est G1X1. Oui, j'ai oublié le fait qu'il y avait un G1 ici. Hein. On est sur la première coordonnée de l'équation, hein, la première composante de l'équation. Donc il y a D1 ici. Donc c'est le premier terme. Ensuite, vous avez le terme G1 U alpha. Enfin bon, vous avez exactement ce produit scalaire. Donc ça, a priori, c'est positif ou nul. Mais vous vous rendez compte d'ailleurs que vous n'avez pas besoin de toute la monotonie. Parce que là, le vecteur D1U, il a une composante nulle. Donc vous avez besoin de la positivité de cette matrice, j'allais dire de la monotonie. Vous avez besoin de la positivité de cette matrice dans l'hyperplan orthogonal à la direction xi. Et donc, en fait, la bonne condition de monotonie est un peu plus... la propagation de la monotonie marche si et seulement si. On a démontré la positivité assure la propagation de la monotonie. Donc, le théorème est démontré. Et on se rend compte qu'on a besoin de moins. On a besoin de moins parce que ce qui compte, c'est prendre une direction c'est prendre une direction xi, c'est quel que soit xi, et d'avoir une condition de positivité sur une matrice, mais qui grosso modo correspond à de la monotonie sur l'hyperplan orthogonal à xi. Hein, donc lorsqu'on a des dépendances en x, c'est pas neutre. Et ça, on sait que c'est pas neutre parce que c'est précisément le genre de conditions que l'on avait obtenu avec Marek Musiela pour la propagation de la convexité pour des équations de diffusion, c'est-à-dire lorsqu'on a des A, alpha, bêta qui dépendent de x. On avait précisément ce jeu qui consistait à dire je veux que la forme quadratique associée à cette matrice soit effectivement convexe sur tous les hyperplans. La forme quadratique dans la direction xi soit convexe dans les hyperplans orthogonaux à xi. C'était ça, la condition nécessaire et suffisante de propagation de convexité. Donc là, vous avez quelque chose d'assez semblable, la convexité étant remplacée par de la monotonie sur les caractéristiques. C'est un peu plus compliqué, je ne veux pas l'écrire, mais on sent bien que une fois que vous prenez un x, que vous choisissez une direction, là, vous allez être en train de regarder, vous êtes en train de tester la monotonie dans des directions un peu particulières, hein, puisque c'est à la fois en x dans la direction xi, hein, donc c'est la monotonie,
je ne sais même pas comment l'écrire, c'est sur arc-ci en U, en X. Croix arc-ci orthogonale, donc ça c'est pour la partie en X, et ça c'est pour la partie en U. Hein. Donc vous dérivez en X dans la direction xi, donc c'est la moitié de l'espace, hein, grosso modo. Donc, il y a un peu de marge sur la propagation de la monotonie. En revanche, c'était le trouble que j'avais tout à l'heure, il faut que j'y réfléchisse un peu plus, mais je suis pratiquement persuadé que des conditions un peu techniques comme ceci ne suffisent pas à propager la régularité. Donc, quoi qu'il en soit, remarque, hein, c'est la propagation de la monotonie, c'est pas un si et seulement si. Si vous voulez un si et seulement si, il faut analyser exactement ce que vous avez fait là. Et ce que vous avez fait là, c'est que vous testez la positivité de la jacobienne, mais sur un vecteur qui n'a pas de composante dans la première coordonnée, et en revanche, c'est dans la direction qui est cette première coordonnée sur les x. Donc là, vous avez éliminé tout ça, c'est quelle que soit la direction, mais vous allez éliminer n-1 composante sur le premier vecteur et une composante sur le deuxième vecteur. Donc c'est très particulier, et ça n'a de sens que lorsque vous avez une dépendance en x. C'est-à-dire que si vous avez ici un f qui ne dépend que de u, cette condition sur les hyperplans, c'est la monotonie. Il n'y a rien de plus. Il faut jouer, il faut avoir de la dépendance en x pour voir quelque chose. Bon, je n'insiste pas plus, c'est une question un peu technique. Mais la moralité, c'est qu'effectivement, on a démontré que la monotonie se propageait et c'est une condition suffisante, mais pas nécessaire. Sur ce, merci beaucoup et puis à bientôt, à la semaine prochaine. Séminaire dans un quart d'heure, un gros quart d'heure.